Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Garage, l'émission de tous les moteurs de Watch TV. Après cette longue trêve de Noël, le Garage que j'ai l'honneur et l'avantage de présenter avec monsieur Driss Abdi. Salut Driss. Salut Alexandre, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Oui, reposé. Oui, le jet lag ça va? C'est fini? Non, plein dedans. En plein dedans. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes du Garage en podcast sur iTunes, c'est gratuit, sur le site Watch TV également, que vous pouvez suivre notre compte Twitter @legaragewatch et réagir ou poser vos questions pendant l'émission avec le hashtag #legaragewatch. Je vous rappelle également que Watch est disponible sur les principales box et également sur la page auto de notre partenaire Yahoo France. En deuxième partie d'émission, on s'intéressera au Consumer Electronic Show, justement Driss, le CES qui s'est tenu la semaine dernière à Las Vegas et où l'automobile était une nouvelle fois bien représentée, n'est-ce pas? Et pas qu'un peu, oui, il y avait un hall tout entier dédié à l'automobile, mais plus encore que l'automobile comme les autres salons, c'était tout ce qui touche à la techno appliquée à l'automobile. Nous essaierons également la nouvelle 308 GT, la deuxième génération de la Hyundai i20 et l'Audi A1 restylé, pardon. Pour tout cela, nous avons avec nous deux éminents spécialistes de la chose automobile. Avec pour commencer, il nous reçoit chez lui à Vavrin dans le Nord, l'ami Laurent Sanson, Automag Info. Salut Laurent. Salut à tous, salut le Garage et bonne année au Garage. Merci Laurent, bonne année à toi. En plateau avec nous, l'ami Vincent Beaucousin-Jamelin, Yahoo Auto. Salut Vincent. Salut Alex, merci de nous accueillir une nouvelle fois, puis bonne année aussi au Garage. Merci, j'espère qu'elle sera bonne. Avant tout cela, on va s'intéresser à un drôle d'engin, Driss, et je vais te laisser nous le présenter, notre invité du jour. Alors oui, on va un petit peu sortir des sentiers battus avec Vincent Bourdeau. Bonjour. Vincent, bienvenue. Merci de me recevoir. Alors Vincent, on va parler de Solo Wheel. Solo Wheel, tu peux nous expliquer ce que c'est? Donc Solo Wheel, c'est cet incroyable engin que vous avez certainement vu en ville, puisqu'on l'a lancé depuis déjà une année, presque 2 années en Europe, constitué d'une seule roue, de 2 cale-pieds latéraux, et sur lesquels en fait vous montez et instantanément vous partez en fait avec l'équilibrage du corps. Donc les images parlent d'elles-mêmes en effet. Et sur ce type d'engin, en fait, on peut faire tous les mouvements qu'on veut, comme sur un vélo, mais avec les mains libres, et à une vitesse incroyable de 20 km/h, pour un encombrement complètement réduit, qui est en fait cette roue que je peux vous montrer ici. Alors, voilà, carrément sur la table, très bien. Ça prouve déjà que c'est pas si lourd que ça. Ça a l'air lourd, pourtant, ça pèse combien? Alors on est à 11 kg, donc c'est le poids d'un pack d'eau. Et pour bien mesurer la puissance, on va l'allumer et vous allez voir comment il se redresse instantanément. Voilà. Effectivement. Voilà. Et là, du coup, il est plus possible du tout de le faire tomber. Quoi qu'il advienne, en avant, en arrière, il est tout simplement maintenu, plus fort que sur à peu près... Alors on va arrêter de le faire rouler parce que ça fait un retour dans les micros et du coup on va plus vous entendre, mais on a bien vu le truc, ouais. Alors ce Solo Wheel, vous dites donc que ça fait 1 an qu'il est disponible en France. Il a été développé, il existe depuis combien de temps concrètement? Donc en fait, il est apparu donc les premières versions en 2011. Depuis, on a cessé d'améliorer le concept en fait pour le rendre vraiment roulable en toute sécurité. Aujourd'hui, il atteint la puissance des 1500 watts, ça équivaut à 2 chevaux vapeur. Pour vous donner un ordre de comparaison, les vélos électriques qui commencent à être très connus sont 6 fois moins puissants que ne l'est le Solo Wheel. Et le Solo Wheel peut engloutir des pentes de 50% d'inclinaison. Alors donc c'est avec un adulte de 100 kg. Voilà. C'est pas un skateboard, hein. Il n'y a pas besoin de pousser avec le pied, il y a un moteur électrique dans le Solo Wheel. Il est complètement motorisé, comme l'est en fait votre moto, votre mobilette. Simplement là, en fait, il est réduit au strict minimum au niveau encombrement. Alors, qu'on comprenne bien comment ça marche en gros. Bon, on a vu, il y a des cale-pieds qui se déploient, c'est ça, des petites... Alors, je vais le reposer sans le faire rouler. Voilà. Je vais le tenir. Voilà. Je vais le mettre devant moi. Oh là, c'est prêt. Voilà. 11 kilos, Alexandre. 11 kilos quand même. Voilà, donc les cale-pieds, on les déploie comme ça. Ok. Voilà, tout simplement. Voilà, de chaque côté en fait. Et là, à ce moment-là, on est prêt à rouler. Voilà, donc le temps de pliage-dépliage, c'est 1 seconde. Effectivement. Je vais le reposer. Voilà. Et quelle est l'autonomie du Solo Wheel? Alors l'autonomie, on est à peu près à 11 kg. Parlez devant le micro et vous inquiétez pas. Voilà, on va le poser. Voilà. Donc 11 kg. 11 kg pour 20 km d'autonomie. 1 heure de recharge et en fait effectivement en ville il est très très adapté
pour tous les petits déplacements du quotidien. Alors souvent, vous avez l'habitude de prendre le Vélib, un scooter, une voiture, et en réalité, vous vous rendrez compte que vous aurez roulé peut-être 15, 20, 30 minutes, mais en réalité, vous aurez fait une distance relativement faible, de l'ordre de 2, 3, 4 km, ce qui à pied représenterait énormément, parce que par exemple, si je pars d'ici et que je fais 4 km à pied, j'arriverai dans 1 heure. Un quart d'heure par kilomètre. Avec le solo wheel, le même déplacement, 4 km, c'est réglé en 20 minutes. Et ce qui veut dire que j'arrive directement à la porte où je dois aller. Alors qu'avec l'automobile, j'aurais besoin de me garer. Avec le Vélib, je devrais le reposer dans la station. Avec le bus, j'arriverai à une autre station. Donc au final, le solo wheel va s'avérer être le plus rapide et le plus efficace pour tous les déplacements urbains de l'ordre de 1 à 6 km. Et aujourd'hui, c'est 80 à 90% de nos déplacements dans les grandes villes. Voilà. Alors, vous parlez de l'autonomie, j'imagine qu'elle change, enfin qu'elle varie quand même avec le poids de la personne transportée, peut-être les conditions. Oui, alors effectivement, la topologie du terrain. Pour être très honnête, 20 km, on les atteint avec une personne qui va faire 70 kg à 20 degrés. Ouais. Quand on est en hiver, on va plutôt tomber à 15 km d'autonomie. Si par exemple, on a un adulte qui va faire 90 kg, tout dépend aussi si on le conduit avec beaucoup d'accélération ou en accélérant doucement, mais globalement on est à plus de 10 km d'autonomie largement, et 10 km c'est le diamètre d'une grande ville comme Paris quand même. Alors on voit des images, ça roule dans la neige aussi, ça pose pas de problème ça, ce genre de conditions. Faut savoir qu'on est sur un véhicule exactement d'une grande fiabilité et d'une grande robustesse en fait, donc il peut tomber sans arrêt, il peut rouler dans l'eau, il peut rouler effectivement dans la neige, il peut rouler quand il fait très 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 chaud. Il a en plus, alors ça va étonner les passionnés d'automobile justement, parce que là pour le coup c'est le premier véhicule motorisé au monde à n'exiger aucun entretien. Alors pour être très précis, on va quand même avoir les crevaisons à changer, mais globalement il n'y a aucune pièce en friction, donc tout le freinage est électromagnétique, ce qui veut dire pas de plaquette de frein à changer, pas de pièce d'usure, pas d'engrenage, pas de chaîne à graisser. Enfin vraiment le véhicule est incroyable pour ça. Et effectivement, c'est une fabrication très très costaud américaine. Voilà. Laurent, toi qui fais du vélo, ça te dit quoi de rouler sur une seule roue et avec un moteur électrique ? Rouler sur une seule roue, j'ai pas forcément essayé, pas encore. Donc je demande à essayer parce que je trouve ça très intéressant sur le concept. J'avais juste une petite question qui était plus par rapport à la législation. Cet engin est considéré comment ? On est dans le cyclomoteur ou dans le vélo ? Puisque je vois que vous utilisez sur les vidéos de démonstration les trottoirs, donc l'espace qui est dédié en théorie aux piétons. Dans quelle catégorie vous le situez cet engin ? Alors oui, c'est une très bonne question, effectivement. On est un accessoire piéton. En fait, on va rentrer dans la catégorie de la trottinette, qu'on connaît déjà depuis nombreuses années, en fait, qui est de plus en plus sollicitée par les adultes, puisqu'avant, il y avait la trottinette pour les enfants. Et on envahit les trottoirs. Alors, on envahit, c'est un grand mot. En réalité, ça se passe très bien, parce que le véhicule est bien accueilli, il émet aucune pollution, et il émet aucun bruit. Donc, il est complètement accueilli. Alors après, il y a juste la vitesse qui pourrait faire peur, et dans l'usage quotidien, on va se rendre compte qu'on va frôler les 6 à 10 km/h quand on frôle les passants, donc on les a peur pas, et après quand ça se dégage, on va rouler un peu plus vite. Mais globalement, on est effectivement un engin de piéton sur les accessoires, sur les aires piétonnes. Et là, à ce moment-là, en fait, on se met pas du tout en danger par rapport à de nombreuses personnes qui viennent nous voir en nous disant « Moi, j'ai failli avoir un accident, me faire renverser un scooter, un vélo », parce que tout ça, c'est des véhicules effectivement de route. Voilà, qui frôle le trafic routier. On n'a pas besoin de casque pour... Et donc après, tout ce qui est accessoire, on est exactement comme la trottinette, ça veut dire, si je veux un casque, j'en mets un d'initiative. Je ne suis pas obligé, en fait. Est-ce que vous rentrez dans la même catégorie que le Segway ? Et exactement, du coup, on tombe dans cette catégorie Segway qui avait été définie et qui va être redéfinie en fait, puisqu'il y a de plus en plus de véhicules comme ça pour faire des petits déplacements proximité. Donc c'est de l'accessoire piéton, c'est ce qui avait été défini en 2001 sur le Segway, et qu'il fallait veiller à respecter cette allure des piétons, c'est-à-dire ne pas les apeurer. En gros, c'est comme votre voiture sur l'autoroute, vous n'allez pas vous amuser à dépasser les vitesses limites. Donc là, c'est pareil, vous n'allez pas dépasser notamment les piétons à des allures vertigineuses. Ouais, je me souviens quand le Segway est arrivé en France,
il fallait se promener avec un papier de la préfecture en cas où on se fasse arrêter par un policier pour lui montrer qu'on avait le droit de l'utiliser sur les trottoirs et lui rappeler le cadre légal, parce que même n'était pas au courant. Ça aujourd'hui c'est bon, je veux dire, c'est rentré dans les mœurs ce genre d'engin. C'est complètement rentré dans les mœurs, et alors on a un gros atout sur le solo wheel, c'est qu'en plus on est sur un engin qui s'intègre tellement dans le corps humain, qui n'a pas de guidon, donc pas de pièces en fait qui dépassent, et qui fait qu'il le rend absolument inoffensif, tout du moins visuellement, dans l'idée que les piétons s'en font. Même les piétons de toute nature, hein, les personnes âgées comme moins âgées si vous voulez. Donc vous allez avoir vraiment quelque chose qui n'a peur strictement personne en fait. Alors on voit sur les images, hein, on peut faire des sacrées figures avec ça. Enfin alors pour les motards, on va dire ça peut pencher aussi, hein, on peut rouler sur un pied. Enfin c'est assez impressionnant, c'est intuitif. Il faut combien de temps pour se mettre et maîtriser cet engin? Alors au niveau de la pratique, on va être à peu près à 20 minutes pour commencer à rouler dessus. À peu près autant que pour apprendre à faire le vélo, mais un peu plus rapide. Et pour bien le maîtriser, avoir tous les réflexes en place, on va mettre 2-3 séances. C'est tout à fait progressif. Et on est dans un plaisir qui finalement augmente très doucement. Mais je dirais voilà, au bout d'une semaine de pratique, vous sentez déjà voilà, comme si vous flottiez sur le sol, comme un espèce d'oiseau, alors que là en fait vous n'avez pas mis tant de temps que ça à apprendre comparé au roller, aux planches à roulettes, à bien d'autres disciplines comme le ski. C'est vrai que moi j'ai pu l'essayer. T'es tombé ? Je ne suis pas tombé, non, j'ai bien failli. Ceci étant, c'est vrai qu'il faut choper le coup. Hein. C'est un peu comme le Segway, hein, de toute manière. Hein. C'est vrai qu'on a une certaine appréhension. Une fois qu'on monte dessus et qu'on a bien compris le principe, bon là, il n'y a qu'une roue, donc il faut quand même réussir à garder son équilibre. Il y a besoin d'un peu de pratique tout de même. Mais c'est pas vraiment super compliqué non plus. Ça se pilote comme le Segway, c'est aussi intuitif, c'est-à-dire on se penche en avant, on avance, on se met en arrière, on freine, on se met sur le côté pour tourner, c'est exactement ça ou... Voilà, vous avez vraiment résumé, et ça, ce pilotage qui finalement va s'inscrire progressivement dans le cerveau, alors je vous dis au bout de 20 minutes, 40 minutes, disons 2-3 séances pour bien l'avoir au pied, tout ce schéma-là va devenir complètement naturel. Et finalement beaucoup plus que quand vous avez appris, bien qu'on s'en souvienne pas trop, à pédaler ou à faire du vélo, où là vous deviez synchroniser en fait vos mains sur un guidon pour rétablir votre vélo dans l'équilibre, plus un pédalage alterné gauche-droite sur les pédales, ce qui en faisait finalement quelque chose de beaucoup plus complexe à apprendre. L'humain s'adapte à tout, mais là je veux bien insister sur le fait qu'à la fin vous pilotez ça et vous êtes capable en plus d'avoir vos mains libres. On le conseille pas, mais typiquement vous pourriez écrire un texto en roulant sans aucun problème. Vous pourriez effectivement, alors les mains libres ça permet aussi de porter des petits sacs, ça va permettre de boire un petit soda en roulant. Enfin, typiquement, c'est vraiment quelque chose qui après se pilote comme une paire de chaussons. Vous vous rendez plus compte que vous l'avez au pied. Moi j'ai une dernière question, peut-être le prix, parce qu'on n'en a pas parlé. On allait y venir, t'inquiète voilà. pas. Il y a encore plein d'autres questions. Vas-y. Donc le prix c'est 2000 € de TTC. Sachant qu'il est garanti 2 années pendant lesquelles c'est une garantie pièce main d'œuvre, donc on insiste bien, je le redis, c'est vraiment un outil qui est très robuste, très costaud, qui globalement au niveau de sa durée de vie, on observe une durée de vie de 4 à 5 ans avant qu'il y ait juste une batterie à changer, et après il est reparti comme un neuf. Voilà, c'est la seule pièce d'usure, c'est la seule pièce chimique en fait, c'est la batterie, aucun autre frottement. Et pour le moment la pièce d'usure en remplacement coûte 200 €. Voilà, 200 € la batterie. De 200 €. Donc c'est voilà, on est sur les technologies lithium. Alors il faut bien regarder le marché aujourd'hui. Vous avez beaucoup de contrefaçons venues de Chine qui démarrent avec des prix beaucoup plus bas. Nous on insiste bien, il faut s'en méfier parce que on est sur des engins qui nécessitent de la stabilité. Les fameux 1500 watts dont je vous parlais. Si vous vous penchez trop en avant, la machine vous récupère toujours sur le solo wheel. Sur les contrefaçons chinoises, elle vous lâche. Et là, à ce moment-là, vous vous écrasez comme une crêpe par terre et ça devient très dangereux. Malheureusement, j'ai des clients qui sont passés par ces contrefaçons chinoises, voyant des choses qui ressemblaient comme de gouttes d'eau, mais se rendent compte que c'est comme effectivement les connaisseurs en automobile. C'est pas parce que la carrosserie est la même que le moteur est le même dedans. Et là, c'est bien la différence. Donc, insister là-dessus et dire que nous, on a l'outil qui a été breveté le premier,
de 2011, américain, qui est vraiment très costaud et très sécurisant. Alors on voit que c'est un enjeu urbain, donc on roule en ville avec, mais est-ce que c'est facile de prendre le métro bon, ça pèse 11 kilos, mais on peut monter des trottoirs, on peut passer des escalators, qu'est-ce qu'on peut faire avec globalement sans avoir à le porter? Alors ce qui est révolutionnaire justement sur cette invention comparée à ce qu'on a pu connaître avant, alors notamment tout ce qui était skateboard électrique, trottinette électrique, et les autres engins finalement qui sont petits et compacts, c'est que eux avaient des petits trous. On voit même apparaître en ce moment des rollers électriques, donc toujours cette idée d'avoir des petits trous motorisés. Et là, du coup, on ne passe pas sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire on ne passe pas les trottoirs, on ne passe pas sur les pavés. Lui, le Solo Wheel, il répond complètement à ses besoins de, côté pas tout terrain, mais tout urbain. Ça veut dire pavé, trottoir, petite bosse dans le sol, petits trous. Pourquoi ? Parce que vous avez cette roue énorme que vous pouvez voir de 16 pouces. Et cette roue, en fait, elle est complètement remplie d'air, en fait. Donc, elle amortit, en fait, comme sur un vélo. Voilà. Donc, vous avez le même comportement qu'un vélo. C'est une version unique ou il y a des versions baroudeur, il y a différentes finitions possibles? Comment c'est? Alors, aujourd'hui, le Solo Wheel classique, dans cette version-là que vous montrez sur les images, c'est la version urbaine. Donc, grand garde-boue, on ne prend pas l'eau, les projections d'eau. Et on a une roue d'un diamètre très cohérent, je vous dis, pour tout ce qui est usage urbain. Une version qui est en préparation, qui sortira d'ici un an et demi, c'est le Solo Wheel Extreme. Et là, on sera plus sur une déclinaison tout terrain. C'est-à-dire la roue est plus apparente, en fait. Donc le garde-boue est moins prononcé. Et là, vous aurez effectivement plutôt pour le côté balade en forêt, pour le côté vraiment tout terrain, mais moins pour l'urbain. Donc on aura ces deux versions, la version actuelle étant la version urbaine. Et donc on a dit le prix tout à l'heure, par contre on peut l'acheter où? Enfin, si demain j'en veux un, que j'habite dans le centre de la France par exemple, où est-ce qu'il y a, je trouve un distributeur quelque part, je l'achète en ligne, comment ça se passe? Alors oui, très simplement, donc nous on est Solo Wheel Europe, donc la partie je dirais pôle Europe pour le Solo Wheel, donc on fait toute la distribution depuis notre site internet ainsi que tout ce qui est service après-vente. Le site c'est Solo Wheel FR ou EU, tout simplement. Donc là on commande directement en ligne. Et puis après, pour ceux qui souhaitent déjà toucher la machine, voir à quoi elle ressemble, on a des points de vente. Voilà. Donc il suffit de nous contacter, on vous oriente si c'est à Lyon, si c'est à Marseille, si c'est dans une autre région, vers le commerçant le plus proche. On peut essayer le produit quand même avant de l'acheter si on n'est pas sûr de son coût. Alors exactement, vous pouvez complètement l'essayer. Alors ce qui se passe, c'est ce que je disais, c'est les points de vente de proximité. Et après, vous pouvez en fait directement nous l'acheter chez nous. Et si vous payez un petit forfait supplémentaire, ça va vous permettre d'avoir une assurance qui fait qu'on le reprend au bout d'un mois. C'est-à-dire que vous l'avez utilisé, il est sali, il est un peu rayé, mais vous nous le renvoyez, vous serez remboursé disons un petit quart de la somme investie. Voilà, donc vous serez remboursé dans la grosse majorité de la somme investie, moyennant une petite assurance à nous demander lors de la commande. Et vous proposez des formations aussi, parce que bon, c'est vrai qu'on disait que c'est pas très compliqué à appréhender, mais bon, quand même, moi j'ai pas appris le vélo tout seul. Il y a généralement quelqu'un pour nous assister. Vous proposez des formations? Oui, tout à fait. Donc pareil, sur notre site internet, on reçoit directement des demandes de formation. Il faut savoir que c'est à peu près 2 à 3% des ventes, c'est très très faible. La plupart des clients achètent le produit, sont un peu déçus on va dire la première fois ou la deuxième fois ils vont monter dessus, parce qu'effectivement ils vont dire oula, c'est plus dur que ce que je pensais. Et en fait, tout naturellement, ça se met en place à partir du 2e et du 3e essai, tout simplement. Et quand je dis essai, c'est pas 2 heures, c'est juste vous essayez un petit quart d'heure. Voilà. Donc en réalité, tous ces clients-là le gardent leur Solo Wheel. Une fois qu'ils ont pris le pli, ils n'ont aucune raison de nous le renvoyer. À ce jour, on n'a jamais eu un seul retour suite à un problème de difficulté pour apprendre, en fait. Donc c'est vraiment simple, mais c'est juste un peu de persévérance. Je donne un exemple, le permis de conduire en Ile-de-France, c'est 50 heures pour rouler en moyenne à 13-14 km/h d'après les chiffres sur les trajets quotidiens aller-retour travail. Donc bon, voilà, plus après assurance, essence, tout ce qui va autour de l'entretien de la voiture. Là, c'est 2-3 heures pour apprendre, donc on est bien loin des 50 heures. Pour de l'usage urbain, vous allez à 16-20 km/h, donc plus vite qu'un automobiliste. Et en dernière instance, vous aurez payé que 2 000 €. Donc on voit bien la différence, et pas d'essence évidemment, pas d'assurance, pas de contravention sur le Solo Wheel. Voilà, donc je dis bien pour de l'usage urbain. Évidemment, après, pour de l'usage dans des plus grands trajets,
le solo wheel n'a rien de comparable avec l'automobile. J'avais une dernière question moi au niveau sur les aspects pratiques aujourd'hui. Comment ça se passe? J'arrive au bureau, il y a un câble spécial pour le recharger ou est-ce le câble est intégré? Comment ça se passe? Oui, alors là effectivement pour le coup on est exactement, alors on n'a pas poussé le chargeur dans la machine parce que c'est une pièce d'usure qui peut chauffer, qui peut être à remplacer. Donc le chargeur est indépendant de la machine, il est exactement comme votre ordinateur portable. C'est-à-dire que vous avez le petit chargeur dans un petit sac, vous arrivez au bureau, vous le branchez. Les clients en commandent des fois un pour le bureau, un pour la maison, comme ça ils le laissent à demeure. Et ce chargeur représente le volume en fait d'un petit chargeur de PC portable. Merci Vincent, vous restez avec nous? Avec plaisir. On se retrouve dans une poignée de secondes pour la 308 GT. Voilà, alors c'est pas tous les jours qu'on essaye une française sportive. Vincent, on avait essayé ça la semaine dernière. Laurent également. Tu es toujours avec nous, Laurent? Absolument, je suis là. Alors on va en parler dans 5 minutes, le temps de regarder le petit essai que nous a concocté Yahoo. On se retrouve tout de suite. Aujourd'hui, je vous accueille sur une terre de Formule 1 dans la banlieue d'Estoril au Portugal. Et si la question n'est pas de faire de la monoplace, c'est bien justement d'essayer une voiture sportive. Avec, vous le voyez à côté de moi aujourd'hui, à l'essai la nouvelle Peugeot 308 GT disponible avec un moteur turbo essence de 200 chevaux, mais surtout avec un HDI 180, celui qui nous intéresse aujourd'hui. Version exclusive et nouvelle montée en gamme de la 308 chez Peugeot, la compacte reçoit un traitement spécifique de la part des designers et qui se caractérise à nouveau par une mise en avant, une fierté du lion. Puisque d'habitude, le logo Peugeot est ici sur le capot, désormais il est bien intégré fièrement dans cette calandre. Calandre qui reçoit également en dessous un nouveau bouclier, on a également des nouvelles jantes et à l'arrière le traitement est identique avec un bouclier qui intègre un diffuseur, une double sortie d'échappement et surtout, en termes d'exclusivité, on va retrouver cette magnifique peinture Magnetic Blue qui apporte vraiment beaucoup de caractère à la voiture. À l'intérieur, Peugeot a eu le même souci d'identification pour sa gamme GT. Le sport en général, ça se traduit par du rouge et là on en a quelques touches avec des surcoutures sur le tableau de bord comme sur les fauteuils type Sport eux aussi. Là, c'est l'option cuir. En théorie, ils sont livrés en Alcantara. Et enfin, il y a la touche qui différencie du reste de la gamme. C'est ici une touche sport. Si on fait une pression longue, on passe la voiture en mode sport. Mais ça, on vous l'explique tout de suite au volant. Alors pour vous parler de dynamique, j'ai récupéré mon confrère et collègue Alexandre qui alors lui a pris le volant de la version THP Essence et moi j'ai pris le volant de la version HDI 180. Qu'est-ce que tu en as pensé? Déjà très globalement, une très bonne voiture. Il y a un couple moteur-châssis qui est plutôt pas mal. La gestion des masses est impeccable, c'est-à-dire que la voiture c'est un bloc, l'avant et l'arrière font corps. On a quasiment... Enfin, moi, j'ai jamais trouvé le moyen de la mettre en défaut. On est sur des petites routes, il y a des lacets, c'est gramouillé, ça guide très très bien. Franchement, de ce point de vue-là, c'est vraiment une réussite, quoi. C'est un différentiel électronique et bon, c'est du Peugeot. On savait déjà sur les dernières productions 208, 308, il y a des super trains avant, mais en plus, là vraiment, ça motrice. Moi, j'avais peur, j'étais venu ici avec un doute en me disant il y a 400 Nm de couple. Hein. C'est des moteurs HDI et THP 4 cylindres, mais qui ont beaucoup de couple. Le turbo essence développe 325 Newton. Alors, il y a une petite astuce également sur ces 308 GT, c'est que là, on roule en mode normal. Et si on va presser pendant 3 secondes sur la touche sport, eh bien la voiture va passer sur des réglages de direction, de boîte de vitesse et de cartographie moteur sport. Donc vraiment, on a une meilleure réactivité. Et je crois qu'on a eu aussi le même petit reproche peut-être sur la direction sport qui reste très précise mais qui devient peut-être exagérément trop lourde. C'est pas rédhibitoire, on peut aimer ça. Mais c'est vrai que pour le coup, à conduire en permanence comme ça peut devenir fatigant. Non, moi, le truc qui m'a le plus gêné sur ce mode sport finalement, c'est de ne pas pouvoir désactiver le bruiteur. Il faut savoir que Peugeot a installé un bruiteur en parallèle du mode sport. Ce bruiteur, en fait, il est réglé sur le régime moteur et il va générer des sons qui arrivent par les haut-parleurs de la voiture. Ça génère un son, on va dire, plus rauque. C'est vrai que le THP chez Peugeot, on le connaît, c'est un moteur qui est
d'abord a un bruit qui est plutôt sympa. Sur le HDI, moi, tu vois, j'ai trouvé ça plus pertinent parce que c'est des bruits qui sont un peu moins sportifs. Et là, vraiment, on récupère d'ailleurs, c'est ce que les Allemands avaient introduit. On peut parler dans ce cas de Audi qui artificiellement boostait le bruit. Et c'est vrai qu'en termes d'expérience, à un moment donné, c'est plus gratifiant sur le diesel. Et alors, tu as relevé également un point que moi, j'avais pas tout de suite vu dans la construction de la gamme de Peugeot, mais tu vas nous l'expliquer parce qu'il y a une vraie spécificité entre ces moteurs essence et ces moteurs diesel, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'ai donc essayé la version essence avec une boîte mécanique 6 vitesses et je me suis dit, j'aimerais bien l'essayer en automatique. Et là, j'ai regardé les fiches techniques et en fait, il n'est absolument pas possible d'avoir une essence en automatique ou à l'inverse, d'avoir une diesel en boîte méca. C'est-à-dire que Peugeot a fait un choix drastique, diesel automatique et essence mécanique. Je pense que ça aurait été sympa d'avoir, de pouvoir choisir. La boîte automatique sur le diesel, c'est une boîte de l'origine fabricant Aisin, mais c'est une boîte qui fonctionne très très bien. On a des palettes au volant, c'est réactif. En mode sport, Peugeot nous dit même que les passages de rapport se font en seulement 16 centièmes de seconde, donc ce qui est vraiment un très très bon chiffre. C'est franchement très très proche en termes d'agrément d'une double embrayage qu'on peut trouver à la concurrence, avec bien entendu un avantage de taille pour cette boîte automatique, c'est qu'elle aura moins d'entretien et elle est moins fragile bien entendu qu'une boîte double embrayage. On touche au terme de notre essai et on peut dire que justement pour un coup d'essai, c'est un coup de maître de la part de Peugeot. La 308 GT tient toutes ses promesses, que ce soit en version essence ou HDI. Elle est réellement au contact des meilleures qui étaient présentes sur ce segment avec, on va citer, une très très grande qualité. C'est sa tenue de route et un train avant hyper incisif. Et cerise sur le gâteau, Peugeot propose sa GT un petit peu moins chère de quelques milliers d'euros que les références du genre, comme la Golf GTD, comptée à partir de 30 450 euros pour la version turbo essence et 33 700 euros pour la version qu'on a essayée principalement aujourd'hui, la HDI 180 chevaux. Voilà pour cette 308 GT. Laurent, es-tu toujours avec nous ? Absolument. Alors Laurent, comme je sais que toi tu es un petit peu pressé, je vais tout de suite te demander ton avis sur cette 308. Alors les amis, vous avez tout résumé, puisque effectivement, je crois que la première qualité de cette voiture, déjà, c'est de reconnaître le mérite de Peugeot, de revenir un petit peu vers des versions sportives. Alors on avait eu un avant-goût plus ou moins intéressant avec la 208 GTI qui a été suivie de la version 30e anniversaire. C'est intéressant de voir que sur la compacte 308, Peugeot décide enfin d'aller un petit peu sur le terrain de la Golf GTI et de la Golf GTD, mais on pourra en citer d'autres également. Et moi, ce que j'ai aimé dans cette auto, outre sa présentation, son niveau, la qualité de sa finition, où là vraiment, je pense que Peugeot joue d'égal à égal avec Volkswagen, il n'y a rien à dire là-dessus. Et surtout, c'est courageux de leur part de se dire on a une auto qui peut lutter contre une Golf GTI. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est vraiment ce châssis, où là, je crois qu'on est tous unanimes. Tous les confrères l'ont été sur la qualité du châssis, sur l'équilibre de la voiture. On l'a essayé sur des routes qui étaient partiellement humides, voire très humides, très grasses. Et j'ai eu, en attaquant vraiment très fort, beaucoup de mal à la prendre en défaut. Voire pour être honnête, je n'y suis pas arrivé. Et pourtant, Dieu sait si on a attaqué très fort lors de cet essai. L'auto est parfaitement équilibrée. On n'a pas un train avant qui a tendance à vouloir sous-virer. Il est toujours là, il est collé par terre, la voiture motrice. Alors de temps en temps, on a des petits retours de couple, mais très légers, qui je pense étaient en plus dus à la chaussée, qui au Portugal, on le sait, dans les parties forestières est souvent glissante à cause des résines des arbres. Donc faut pas apporter un jugement précis là-dessus. Moi, je suis vraiment hyper emballé par cette voiture. Je trouve qu'on a une alternative made in France de la Golf GTI. Il lui manque que quelques chevaux, parce que quand on est sur le THP, on trouve que ça manque un tout petit peu d'allonge. Et sur la version HDI que j'ai essayé l'après-midi à partir de la base du break SW, alors qui n'a pas les mêmes sensations parce que la voiture est un peu plus lourde, elle rend quand même facilement 150 kg. Là, pareil, j'ai trouvé que Peugeot l'avait joué un tout petit peu petit joueur et que 200 chevaux me paraissait un minimum, même s'il y a 400 Nm de couple. Alors Laurent, c'est intéressant. Tu disais tout à l'heure le retour de Peugeot à la voiture sportive. Alors moi, bizarrement, j'ai trouvé que Peugeot un peu timide sur ce coup-là, parce que quand ils ont présenté la voiture, ils nous ont dit c'est pas une sportive.
Ah ouais, non, mais complètement. Mais moi, je considère que c'est l'entrée dans le monde des sportives Peugeot avec la GT. Comme je le disais en rigolant à la conférence de presse, et vous étiez là, c'est une auto. Quand décidez-vous de rajouter un i après le symbole GT, c'est la porte d'accès au monde des GTI. Alors, ce n'est pas une GTI, ce n'est pas une sportive pure et dure radicale. Ça reste une GT qui se veut assez polyvalente. Néanmoins, par les qualités du châssis, on a hâte que Peugeot mette un i au bout et j'irais même un point sur le i. Vincent, un petit mot sur cette 308. Moi, je pense que ça fait partie un peu du plan produit. Faut pas oublier que la 308 est arrivée l'année dernière. Elle va avoir une carrière de 6, 7, 8 ans et que Peugeot cherche aujourd'hui à la faire vivre. Alors, la version HDI, c'est une vraie version sportive diesel puisque en face, Golf est appelé GTD. Donc là, on est vraiment sur le même créneau. Maintenant, c'est vrai qu'on ronge un peu notre frein en se disant la GT Essence, c'est pas tout à fait une GTI, mais parce qu'il y a un plan qui est très net, il y aura une GTI, il y aura une version R. Donc en termes d'essence, c'est une voiture plaisir, mais qui est en même temps positionnée pour se dire de faire les tâches tous les jours. Il y a un réglage de suspension qui est vraiment parfait puisqu'il évite le roulis à la voiture dans les virages, mais en même temps, il n'est pas cassant comme dans une Mégane RS. N'oublions pas quand même que la voiture reste excessivement confortable malgré une tenue de route très impressionnante. Donc voilà, en version HDI, pour moi, c'est une vraie sportive diesel, ça, il n'y a pas de doute. Ensuite, sur l'essence, on va attendre un petit peu, puis je pense qu'on aura la cerise sur le gâteau plus tard. Laurent, rapidement, ce que je voudrais t'entendre également sur la Hyundai et puis sur l'Audi, si on a le temps, si tu devais trouver un défaut à cette voiture, ce serait quoi ? Si je devais lui trouver un défaut, c'est ce bruit, cette sonorité artificielle qu'on ne peut pas désactiver quand on est en mode sport. Ce que vous avez souligné d'ailleurs, je trouve que ça fait un petit peu, on est un peu dans le monde du jeu vidéo et je pense qu'on n'a pas besoin de ça, en tout cas sur cette auto-là. Alors j'allais dire que l'accessoire en tant que tel soit là, pourquoi pas, mais c'est dommage qu'on puisse pas le désactiver on est d'accord. On aimerait finalement profiter de la vraie sonorité mécanique, d'autant que ça fait pas, c'est pas très réaliste. Voilà. Bon, sans transition, on va passer à donc cette petite i20, la deuxième génération de la petite citadine de Hyundai. Alors Laurent, on l'a essayé il n'y a pas très très longtemps. C'était du côté de Bordeaux, comme ne le montrent pas ces images. L'avis de la presse est un petit peu mitigé sur cette voiture, c'est-à-dire qu'en gros, je ne sais pas si toi tu en as pensé la même chose, c'est un joli dessin, c'est bien fini, c'est bien fait, mais ça manque un petit peu de caractère. Ah, complètement, c'est tout à fait ça. Alors si l'I20 précédente manquait de personnalité, celle-ci en a un petit peu plus, mais pas suffisamment. Elle est belle, elle est bien dessinée, elle est bien équilibrée. Je trouve que c'est une belle citadine. On sent qu'il y a une volonté de faire de la qualité au travers de ce produit et dans sa présentation. Après, effectivement, c'est une auto un petit peu passe-partout. Alors, ils pourront toujours nous dire, avec des discours de marketing, que c'est une auto mondiale ou en tout cas européenne. Hyundai la vend comme une voiture européenne. Elle doit plaire sur tous les marchés en Europe. Bon, mais néanmoins, il lui manque effectivement un petit peu de sex appeal. Néanmoins, s'il lui manque un petit peu de sex appeal, ça n'empêche pas d'avoir certaines qualités. Moi, j'ai trouvé cette auto particulièrement agréable, assez habitable. Après, il y a des petites choses qui peuvent déranger, comme les systèmes, la connectivité embarquée que je trouve hors du temps, totalement dépassée. Donc, alors qu'aujourd'hui, ce qu'on attend d'une citadine moderne, c'est quasiment d'être connecté et sans offrir la possibilité d'avoir une tablette. On n'en est pas encore là, mais ça va pas tarder. Je dirais que là, sur ce coup-là, Hyundai est un petit peu en retard en termes de connectivité. Alors, je précise parce que je pense que tu fais référence au petit dock qui accueille le smartphone là qu'on a vu à l'image. Hyundai a prévu effectivement un bloc multimédia un peu plus complet durant le premier semestre de cette année. Là, c'était les premières versions qui sortent sans. Il sera disponible donc en option ce système multimédia GPS intégré, ce qui effectivement n'était pas disponible là. Un petit mot sur les moteurs, parce que
moi pour l'avoir essayé, pour moi c'est vraiment là que le problème se trouve, c'est-à-dire que les moteurs de Hyundai, que ce soit en essence ou en diesel, sont plus vraiment dans l'air du temps, ils sont un petit peu dépassés. Je sais pas si tu penses comme moi là-dessus. Ah bah absolument, j'abonde dans ton sens, j'allais finir par ça d'ailleurs, les moteurs, et on a la problématique dans le groupe Kia Hyundai finalement, où les moteurs sont vraiment d'une génération précédente et du coup totalement hors du coup, c'est le cas de le dire. Donc là il y a vraiment un effort à faire du côté de la marque pour renouveler ses mécaniques, et c'est vrai que sur les versions qu'on a pu essayer, moi j'ai été particulièrement déçu, mais je m'attendais pas non plus à ce que ce soit renversant. On savait très bien quel était le contenu, et comme je le disais, c'est pas être méchant avec la marque qui fait des efforts, qui essaie de soigner ses voitures, et qui présente une auto qui est relativement séduisante, mais qui malheureusement est une boîte un petit peu vide. Je parle en termes de mécanique. Laurent, je te garde encore 3 minutes si ça te convient, et on parle de l'Audi 1. Juste avant, je précise le prix de cette i20. Elle commence à 12 500 €, et pour la version 100 chevaux essence, on est à 18 300 €. Donc l'Audi 1, oui, donc c'est le facelift donc de cette première génération d'Audi 1. On l'a essayé également le mois dernier, et alors là, on la connaît, hein, Laurent, c'est une voiture qui est plutôt agréable. D'une manière générale, ton sentiment avant de rentrer dans le détail? Mon sentiment, c'est que la marque Osano a cherché à optimiser déjà une auto qui plaît. On sait que chez Audi, aujourd'hui, ils sont rentrés dans une logique de facelift récurrent sur tous leurs modèles. L'A1 devait y passer, ça y est, c'est fait, de manière à se mettre un petit peu en conformité avec les codes stylistiques. Alors, il faut vraiment être averti pour reconnaître les différences, en tout cas esthétiques. Après, c'est le contenu qui, comme toujours, pour la marque allemande, s'améliore. Et puis, c'est surtout l'introduction d'un nouveau moteur qui est ce petit 3 cylindres, dont le bloc est connu, puisqu'ils ne font que reprendre le bloc, on va dire, qui est utilisé dans la Hop, le 3 cylindres, mais qui est effectivement en version turbo, et qui offre un réel agrément de conduite, et tout en permettant à la voiture d'être relativement légère. Donc moi, j'ai vraiment apprécié cette nouvelle version par les améliorations technologiques qu'elle apporte. Après, sur le style, on est d'accord, c'est une A1, elle plaît comme ça depuis 2010, et il fallait pas tout changer non plus. Un petit le facelift, hein, il est assez discret effectivement de l'extérieur, puisque la calandre est retouchée, les feux sont légèrement aplatis pour coller au nouveau code stylistique de la marque. Tu l'as souligné, ce sont les moteurs qui sont nouveaux sur cette voiture. Tu as parlé du 3 cylindres essence. Je voudrais m'arrêter une seconde sur le 3 cylindres diesel. Toi, je sais pas si tu l'as essayé. Laurent? Alors si, je l'ai essayé. Voilà, c'était juste pour dire, il est assez rare que je sois déçu par un moteur chez Audi de manière générale, mais je trouve que celui-ci n'a strictement rien à faire dans cette voiture. Je l'ai trouvé pénible, pour être clair. Il est bruyant et pas agréable. Je sais pas si tu as eu le même ressenti, mais je comprends pas ce qu'il fait dans la gamme, ce moteur. Complètement. Moi je l'ai trouvé très poussif. J'ai trouvé ce moteur effectivement bruyant, avec un bruit. Alors bruyant, il y a bruyant et bruyant. Il y a des fois des moteurs bruyants, mais qui sont agréables à l'oreille. Là, cette fois-ci, il l'est pas du tout. Et il est particulièrement poussif. Il n'est pas du tout à sa place sur cette voiture, d'autant qu'il a tendance à charger. C'est pas parce que c'est un 3 cylindres. On sait que les moteurs diesel, de toute façon, par le bloc, sont déjà des moteurs un peu plus lourds. Il a tendance à charger un petit peu plus l'avant, et je trouve qu'en conduite, on va dire dynamique, la voiture se pose un peu plus sur son train, alors qu'elle aurait tendance à être beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus neutre avec ce petit moteur 1 litre TFSI, où là, moi, j'ai trouvé c'était vraiment le moteur qui lui manquait. Et soit après, on bascule sur des moteurs beaucoup plus punchy, dont la nouvelle version du moteur essence à 192 chevaux, mais là on part directement sur de la 1 GTI, on va le dire. Et sinon, je dirais que l'antipode, aux antipodes, c'est ce fameux moteur 1 litre que moi j'ai trouvé vraiment comme étant une grande réussite, parfaitement adapté à la voiture. Il va bien à la voiture. Laurent, je vais te laisser partir, je sais que tu es pressé. Nous on va conclure tranquillement sur cette voiture avant de passer au CES. Vincent, tu l'as essayé toi cette voiture ou pas là? Non, je ne l'ai pas essayé, c'est Cédric qui l'a essayé pour nous.
Et la vie d'Yahoo, si tu l'as en mémoire. Oui, c'était assez simple. Hein. C'est toujours, je pense, la meilleure citadine du marché en termes de finition. Cédric était relativement d'accord avec vous sur l'apparition de ces petits moteurs. Bon, faudrait les voir également dans une situation un peu moins compliquée que Monaco, où il y a pas mal de relief, où donc forcément on tire un peu sur le moteur, etc. Maintenant, de toute façon, on sait que ces citadines, à part quelques-unes qui sont vendues en diesel, il y en a quand même beaucoup qui sont vendues en essence. Et une nouvelle fois, je pense que c'est pareil, c'est que le début du refacelift et que Audi devrait proposer d'autres moteurs assez vite. Driss, un petit mot pour conclure. Laurent, je te vois te patienter, mais vas-y, hein, sens-toi libre. Driss, un petit mot sur l'un, on l'a essayé ensemble. On l'a essayé ensemble, oui, moi je vous rejoins. Hein. C'est vrai que ce moteur diesel, on n'avait qu'une envie, c'était de déposer la voiture et de repasser à l'essence. C'est quand même assez rare pour être noté. Alors que le petit 1 litre de 95 chevaux, lui, était bien plus adapté. Il est plutôt sympa, ouais. Franchement. Hein. Et après, si vraiment on a envie de se faire plaisir, on passait aux 192 chevaux, où là, on était vraiment un stade au-dessus. Et dans les rues de Monaco, là, pour le coup, c'était vraiment sympa d'avoir ce modèle-là. Entre les deux, on a quand même un 1 litre 4 qui est proposé en deux versions, 122 chevaux. Alors, je parle d'un 4 cylindres, 122 chevaux et 150 chevaux cylindres à la demande. On explique rapidement ce que sont les cylindres à la demande. Oui, je t'en prie. Alors, les cylindres à demande, c'est très simple. À certains régimes, quasiment d'ailleurs la majorité du temps, l'électronique est capable de désactiver 2 cylindres sur les 4, ce qui permet de réaliser des économies de carburant substantielles. C'est une question de charge sur l'accélérateur. Absolument, lorsqu'on n'est pas trop en charge. Et d'ailleurs, ça fonctionne même sur autoroute jusqu'à 130-140 km/h, où le changement est quasiment imperceptible. Hein. Il faut vraiment tendre l'oreille ou le sentir. Voilà, ça se fait en à peine une rotation d'arbre, le changement se fait. Les prix de cette A1, elle commence, alors là on n'est plus chez Hyundai, hein, elle commence à 17 700 € avec le 3 cylindres essence, ce qui tombe bien. Le 3 cylindres diesel lui démarre à 18 840 €, mais vous l'aurez compris, il n'a pas nos faveurs. Pour la version TFSI 192, on est à 27 700 € et la version Sportback, c'est-à-dire 5 portes, est à 800 € de plus. On marque une petite pause et on enchaîne très vite sur le CES. On a encore beaucoup de choses à dire, on n'aura sûrement pas le temps de tout faire. Ça va être con. Driss, donc voilà, retour du CES, on a passé une semaine là-bas, une semaine chargée, hein, on peut le dire. Très chargée. Alors, aussi bien en termes de nouvelles technologies, mais également en termes d'automobile. Exactement, il y avait énormément de choses. Hein. Il y a de plus en plus de constructeurs automobiles qui font des déplacements à Las Vegas. Crois, si je dis pas de bêtises. Auparavant, ce qu'il y a de notable, c'est que ce hall qui était dédié à ce qu'on appelle l'automotive était envahi par tout ce qui est constructeur d'autoradio, tout ce qui est enceinte. Donc, c'était typiquement américain. On avait des voitures bardées d'enceintes un peu partout. Maintenant, on se rapproche un peu plus des salons européens avec donc les voitures. Grosse nouveauté aussi au CES, c'est que les constructeurs présentaient des concepts qui étaient auparavant réservés aux grands salons tels que Genève et Détroit. Donc cette année, on a eu le droit à 2 concepts chez Audi et chez Mercedes. Donc vraiment, l'automobile envahit le CES qui, on le rappelle, est un salon qui est dédié aux nouvelles technologies. Alors, puisque tu as parlé d'Audi et qu'on vient de parler d'Audi, on va continuer. Audi a présenté pas mal de choses. Alors, il y avait une déclinaison du concept qui avait été présenté au salon de Los Angeles, à savoir le Prologue qui préfigure la future A9. Qu'est-ce qu'elle avait de nouvelle, celle-ci ? Alors, Audi a fait le show. Hein. La première chose qu'on nous a montré, c'est que la voiture est arrivée sur scène. Elle avait été commandée par une montre connectée. Donc, c'est une voiture autonome. C'est une déclinaison donc de l'A7 autonome. Faut savoir que lors du CES, Audi a également fait une démonstration de ces technos autonomes, de voitures autonomes, avec une voiture qui a parcouru l'équivalent de 900 km en mode en mode totalement autonome de la Silicon Valley à Las Vegas. Donc c'est une voiture autonome, c'est également une voiture dont l'intérieur est bardé d'écrans. C'est assez impressionnant de voir l'intérieur de cette voiture avec tous ces écrans, non seulement au niveau du tableau de bord, bon ça on connaît déjà, mais également au niveau de la console du passager, par exemple. Alors, effectivement, on va le voir pendant qu'on parle sur cette animation. Ce qui est assez intéressant, c'est que sur ce concept,
Audi est pas tellement dans l'air du temps en termes de groupe motopropulseur. Vincent, tu le vois là, on a un V8 TFSI de 600 chevaux, 605 chevaux même exactement, associé à un moteur électrique à l'arrière de 72 chevaux. On verra tout à l'heure avec Mercedes, mais là Audi fait un choix finalement assez consensuel, ou bien comment est-ce qu'on pourrait le qualifier, parce qu'on est à fond dans l'électrique et là on est sur une motorisation principalement essence. Mais on sait que ces grandes voitures sont principalement vendues sur le marché américain, puisque on parle que c'est soit la future A7, soit la future même A9, avec ce concept Prologue. Ce sera vraiment une très grande voiture sur laquelle va fonctionner le marché américain, le marché chinois. Et ce sont des marchés, on le sait, qui fonctionnent beaucoup avec des moteurs essence hybrides. Donc là, en fait, c'est un peu particulier pour nous, Européens, parce que c'est sûr qu'on est habitué à la technologie d'Audi, par exemple au Mans, même sur leur voiture de compétition. Là, je pense qu'ils vont adapter cette voiture à chaque présentation sur chaque continent avec une motorisation qui correspond le plus au marché. Driss, continuons sur Audi. Elle est autonome. Comment elle fonctionne? Alors justement, c'est une voiture autonome. Comment ça fonctionne? Il y a un ordinateur, forcément, pour contrôler tous les paramètres. Vous avez des caméras, vous avez des capteurs. La voiture est bardée de capteurs dans tous les sens. Et toutes ces informations-là doivent être traitées par un ordinateur. Et ce qu'il y a d'intéressant chez Audi, c'est qu'on nous montre également les progrès qui ont été réalisés dans la miniaturisation. On a d'ailleurs un sujet, Grégory Delépine, qui est représentant de la marque, va nous expliquer justement les progrès réalisés avec cette carte mère qui s'appelle Z-Face. Le Z-Face. Le Z-Face en français. On écoute. Voilà, maintenant on se retrouve sur l'atelier, donc ce qu'on appelle Z-Face. Z-Face, c'est extrêmement important pour le piloted driving. C'est le cerveau de la voiture qui va centraliser les informations que tous les capteurs qui existent déjà d'ailleurs, pour la plupart, pour plus de la moitié, des capteurs comme le radar de recul, le radar avant, ou ce genre de choses, qui va donner, c'est l'unité de contrôle qui va permettre que la voiture se conduise toute seule. On voit ici donc la carte mère de l'année dernière. On a encore réussi à la miniaturiser, et là c'est la carte mère de cette année. Rappelez-vous, c'est quand il y a 2 ans, ça occupait l'espace d'un coffre. Ce Z-Face, c'est extrêmement important pour l'industrie automobile parce que, en fait, sans ça, vous ne pouvez pas proposer le piloted driving. Et comme on le voit, c'est très facilement intégrable dans une voiture. On démontre ici, en fait, la capacité qu'on est prêt, industriellement parlant, à la produire et à commercialiser. Cette carte mère, elle a aussi son importance, et lorsqu'elle est connectée, elle permet d'envoyer des informations au cloud qui permet d'améliorer en continu la conduite pilotée et le piloté driving tout au long de la durée de vie de la voiture. Voilà pour le Z-Face. Driss, il y avait autre chose. Alors autre chose, l'autre grosse vedette du CES cette année, c'était bien sûr la voiture connectée et également tout ce qui est système embarqué, système multimédia, avec les 2 stars du moment, à savoir CarPlay d'Apple et Android Auto. Donc pour ceux qui n'y connaissent rien, à quoi ça sert? C'est tout simplement avoir l'écran de votre téléphone mobile qui est répliqué sur l'écran de votre voiture. Ça vous permet de ne plus avoir à sortir le téléphone. Toutes les applications, ou une partie des applications, s'affichent sur l'écran tactile de la voiture, et donc vous pouvez y accéder soit en appuyant sur cet écran, soit à partir des commandes au volant. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le marché est partagé à l'essentiel entre Android et iOS d'Apple. Donc aujourd'hui, la plupart des systèmes qui nous ont été présentés intègrent les deux, ce qui vous permet, par exemple, si toi Vincent tu es sur Android et que madame a un iPhone, vous pouvez tous les deux utiliser le système, bon simultanément bien entendu, pas en même temps, mais quand l'un ou l'autre prend la voiture, vous pouvez utiliser votre téléphone avec le système embarqué. Moi ma femme elle conduit pas, elle a pas le permis, Driss. Et Vincent a un Windows Phone. Voilà. Comment on fait? Pas encore. Windows Phone en tout cas n'est pas encore pris en charge, mais voilà, donc aujourd'hui vous avez ces 2 technos qu'on a vus chez pratiquement tous les constructeurs qui étaient exposants au CES. Vous étiez, Solo Wheel était au CES ou pas? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, la partie en fait États-Unis présente, et effectivement avec le Solo Wheel et quelques autres objets effectivement plus d'intérieur en fait, indoor.
Alors, on va passer à Mercedes, au concept F015 Luxury in Motion. Vincent, ça te parle? Tu l'as vu ce concept? Bon, j'hésite entre gros galet et grosse baleine. Alors, on va le voir à l'image, comme ça nos téléspectateurs vont pouvoir se faire leur propre opinion. Alors c'est une voiture autonome à 4 places, et alors selon Mercedes, elle préfigure ce que pourrait être une classe S en 2030. Alors tu as parlé de grosses balles, alors ça c'est pas encore tout à fait ça, on va la voir, et puis après on a on la voit. Ça c'est la maquette. Voilà, ça c'est la maquette. Après on la verra roulante. Faut savoir qu'elle a roulé dans les rues de Las Vegas, et puis d'ailleurs elle a roulé également dans le désert du Nevada. Je sais pas si tu l'as vu, Driss, cette non, F015. Elle était furtive. Même sur le stand, c'était très difficile de voir la voiture, d'y accéder. Donc non, je l'ai vu de loin, tout du moins. Je l'ai pas vu rouler. Alors on va la voir dans le sujet qui suit. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une voiture qui est conçue pour être 100% autonome, c'est-à-dire que alors là les sièges avant sont tournés dans le sens de la marche, mais on peut les tourner dans le sens inverse, y compris pendant que la voiture roule. Et elle se commande avec des panneaux tactiles qui sont alors situés un petit peu partout, dans les contreportes, au milieu, etc. Et elle renseigne sur son mode de conduite avec le panneau de LED qui est dans la calandre. Donc si j'ai bien compris, si c'est éclairé en blanc, c'est qu'elle est en mode autonome, et si c'est en bleu, c'est que le pilote te commande, ou c'est le contraire, je ne sais plus. Voilà, alors on la voit rouler donc dans le désert. C'est blanc si elle est conduite par un humain, voilà. Et bleu lorsque l'intelligence artificielle a pris le relais. Merci, voilà. Driss. De rien. C'est un gros bébé, hein, 5 mètres 22, donc ce serait une future classe S. Alors au niveau de son mode de propulsion, ce sont 2 moteurs électriques de 136 chevaux alimentés par une pile à combustible. Ouais. Voilà. Et selon Mercedes, on arriverait en cumulant l'autonomie électrique qui serait de à peu près 200 km uniquement sur les batteries, plus la consommation de l'hydrogène des piles à combustible, autour de 2000 km d'autonomie au total. Ça devient réaliste, l'auto électrique, dans ces conditions, Vincent? Je sais pas ce que tu en penses. Voilà, on voit les commandes là. La pile à combustible, actuellement tous les constructeurs s'y mettent, c'est un succès. Toyota vient de lancer une voiture, alors certes beaucoup moins moderne que celle-ci et que l'humain doit encore conduire, mais il y a déjà eu 1500 commandes au Japon. On sait que Toyota va la ramener très très vite en Europe et espère faire aussi des volumes, donc il va y avoir un besoin de développement du réseau, en tout cas de distribution d'hydrogène. Mais la pile à combustible, sous la forme qu'elle est là chez Mercedes ou chez Toyota, c'est effectivement sans doute la motorisation la plus propre et la plus facile à mettre en œuvre. Alors quand je dis propre, c'est quand la voiture roule, puisqu'on sait qu'on pourrait mettre sa main derrière le pot d'échappement et on n'a que de l'eau. On ne parle pas forcément de cycle de construction ou de recyclage de l'auto, mais en tout cas en termes d'émissions, c'est clairement la voiture qui répond aux besoins. C'est-à-dire que tu roules avec ta voiture, tu n'as pas de souci d'être angoissé par l'autonomie de tes cellules électriques. Toyota qui avait d'ailleurs présenté son concept qui donc va entrer en série. Il avait présenté notamment en CES l'année dernière, il y a un an, en affichant effectivement cette ambition, et on ne savait pas trop si c'était du lard ou du cochon. On sait que, tu l'as rappelé, beaucoup de constructeurs sont très en pointe sur l'hydrogène, notamment le concurrent japonais Honda. Et alors là, Toyota, puisqu'on en parle, a fait un petit coup de jarnac à sa concurrence en offrant ses brevets en gros au monde entier. Hein. Oui, c'est assez fort, hein, industriellement parlant quand même. C'est un vrai engagement, c'est croire dans le futur, en tout cas de ce mode de propulsion d'une voiture, qu'un constructeur partage ses secrets industriels. Rappelons quand même que Toyota produisait et vendait aux États-Unis depuis plus de 10 ans des voitures à pile à combustible. Donc une nouvelle fois, c'est pas des novices. Peut-être également que Toyota sent le vent tourner sur ses moteurs thermiques, électriques, hybrides, parce que de nombreux constructeurs les ont rejoints. Ils perdent un peu le leadership, et en fait aujourd'hui ils abattent leur joker, qui est de dire voilà, nous on est déjà en avance sur ça, et comme on est sympa, on va vous donner la technologie. Pour revenir très rapidement sur la Mercedes, si je suis pas un grand adepte, parce qu'assez traditionnaliste, de la voiture qui conduit toute seule, je trouve en revanche remarquable le design intérieur, cette façon de repenser, que ce soit la forme des fauteuils, la garniture des portes, les tableaux de bord, etc. chez Mercedes, c'est
absolument remarquable. Ça fait 50 ans qu'on roule dans les mêmes voitures et les constructeurs n'ont toujours rien inventé. Donc c'est toujours difficile de réinventer la roue, comme on dit. Mais là, en tout cas, saluons le travail de Mercedes. Moi, ça me rappelle Minority Report, l'intérieur de la voiture. Un petit peu, si tu regardes le film, il y avait le même, les fauteuils comme ça. À ça, exactement. Ouais. Mais voilà, je suis beaucoup plus partagé sur l'extérieur. On va continuer sur le CS. Je sais pas combien de temps il nous reste, peut-être 3 minutes à peu près. On a parlé de Volkswagen qui pour la première fois était présent cette année. Et alors ils ont montré plusieurs choses. Une voiture à parking automatique, alors qui est probablement l'incarnation, on n'a pas eu la confirmation encore, mais du système que Valeo présentait l'année dernière avec son valet de parking. Et également une Golf à interface tactile, la Golf Air Touch. Driss, est-ce que tu as eu l'occasion de voir la voiture ? Oui, je l'ai vu. Donc c'est une voiture. Alors j'ai dit tactile, c'est pas tout à fait ça. Non. Voilà. Touch air dans les airs. Dans les airs. Voilà, tu touches l'air. Donc en fait, c'est là encore, les constructeurs cherchent de nouveaux moyens d'interagir. C'est ce qu'on appelle l'interface homme-machine, donc les moyens d'interagir avec le système embarqué. Donc plutôt que d'appuyer sur des boutons au volant ou d'utiliser un écran tactile, maintenant l'idée c'est de faire des mouvements. Il y a des caméras et des capteurs qui sont cette fois dans l'habitacle de la voiture et donc qui vont vous surveiller, et en fonction des mouvements que vous faites, ils vont agir avec l'interface. Par exemple pour changer la piste, décrocher le téléphone ou ce genre de choses-là. J'ai même vu qu'on pouvait, quand ils nous ont fait la démo, ouvrir l'auto-ouvrant en faisant ce genre de geste. Je sais pas si tu te rappelles, on en avait parlé dans une émission il y a un petit bout de temps de ça sur l'automobile connecté, les interfaces avec notre ami Stéphane Lagrelle chez Harman. Commencer à développer ce genre d'interface gestuelle en essayant de voir quel problème il fallait résoudre pour ça, et notamment essayer de ne pas avoir besoin de faire des gestes qui puissent être dangereux pour son environnement direct. Apparemment, Volkswagen y est parvenu. C'est assez intéressant. On doit avoir l'air d'un fou aussi depuis l'extérieur. Les gens te voient en train de faire des mouvements comme ça, ils doivent se dire qu'est-ce qu'il est en train de faire. Mais effectivement, là, beaucoup de constructeurs y travaillent. Au CES, BMW était également sur place, qui présentait la nouvelle génération de son système e-drive, qui est similaire à ce que fait Volkswagen. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre chez Volkswagen? Alors on l'a vu, j'en parlais, le parking automatique là, on n'a pas forcément besoin de faire très longtemps là-dessus, mais on rappelle le principe. Là on l'a vu, la nouveauté c'est qu'il se pilote avec une montre connectée. Alors la montre connectée, c'était aussi une des grosses actualités, hein. Donc c'est l'objet connecté que tous les constructeurs aujourd'hui présentent. Et dans l'automobile, la montre connectée vous permet plusieurs choses. Ça vous permet de démarrer, ça sont des applications concrètes qu'on devrait voir arriver très prochainement. Ça vous permet de démarrer votre voiture. Ça vous permet, par exemple, quand on aura la voiture autonome, de lui dire d'aller se stationner, de vous récupérer au point où vous vous trouvez, parce que dans la montre, vous avez aussi un GPS qui indique votre localisation. Chez Audi, on nous a aussi montré un système qui s'appelle Mobile Key, qui vous permet d'ouvrir la voiture en approchant votre montre ou votre téléphone de la portière et même de la démarrer une fois que vous êtes dedans. Voilà, une dernière petite minute, on va parler de Ford et du Sign 3. Le Sign 2 était présenté au Mondial de Paris, et là Ford arrive déjà avec le Sign 3. Oui, alors le Sign 3, ce sont des améliorations par rapport au Sign 2. Vous avez l'interface principale qui a été redessinée, d'une part. D'autre part, le moteur de reconnaissance vocale a été amélioré pour que vous puissiez lui parler normalement. Alors Ford également abandonne Windows, je crois, sur le Sign 3 pour passer sur un système QNX. Moi, il y a une chose qui m'a frappé, c'est qu'il est devenu totalement fluide, ce système, aussi bien en termes de guidage tactile que de connexion. Alors, petite précision par rapport à ce système, c'est qu'il se connecte par l'intermédiaire d'un smartphone. Il n'est pas connecté directement. Moi je trouvais que le Sign 2 fonctionnait plutôt bien. Son gros souci, c'était quand on utilisait la reconnaissance vocale, il y avait une certaine latence. C'était assez long à ce que ça réagisse. En revanche, c'est vrai que ça fonctionnait plutôt bien. Vous pouviez utiliser vous pouviez lui parler pratiquement normalement. On n'est plus obligé d'utiliser des commandes vocales qui sont préprogrammées. On peut parler normalement c'est ce que j'ai vous poser, parce que Sign 2, fallait quand même que le propriétaire apprenne, on va dire, tout un langage, un dictionnaire de fonctionnement. Cette fois-ci, est-ce que ça marche, je dirais, un peu comme les téléphones où on dit OK Google restaurant,
est-ce que le système Ford a évolué là-dessus en intuitivité? C'est effectivement le principe des évolutions, enfin parmi les évolutions. On va rappeler également un de ses avantages, c'est qu'il va être disponible dès les deuxièmes niveaux de finition en série sur toute la gamme au fur et à mesure de son renouvellement. C'est donc un tarif très compétitif et je crois qu'on va devoir en rester là pour aujourd'hui. Ce sera donc le mot de la fin. Il me reste à remercier nos invités. Vincent Bourdeau, merci. Merci. pour cette démo et ces précisions sur le solo wheel. Laurent Sanson qui est déjà reparti. Vincent Beaucousin-Jamelin. Merci également à vous deux, messieurs. Merci à Benjamin en régie et surtout merci à vous tous de nous avoir suivis. Driss, on se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours, même heure, même antenne. Voilà, les programmes continuent sur Watch. Salut à tous, à bientôt, bye bye. À bientôt.